Le webinaire est maintenant en direct. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vous remercie tous d'être participants donc, à ce webinaire, donc 5 nuances de nos codes pour le Shadow IT, pour éclairer en fait le Shadow IT. C'est un webinaire organisé par Contournement et Convertigo. Nous allons passer à la présentation en fait des intervenants. Je suis un des intervenants bien sûr de ce webinaire. Moi, je suis Olivier Pichotto, je suis le DG, enfin, ou bien le CEO, c'est plus chic, en fait, on dit ça souvent dans les startups là, de Convertigo. Donc, une startup qui a démarré aujourd'hui dans le low-code et le no-code. Nous sommes donc acteurs dans les deux domaines. Et nous sommes un des pionniers de ce genre de technologie donc aujourd'hui, en tout cas en France. Nous sommes acteurs évidemment sur le marché du no-code en entreprise essentiellement. C'est le domaine qui nous intéresse. Donc moi, je suis disons, un petit start-upper de quelques startups. En fait, c'est ma troisième actuellement. Et donc, nous sommes aujourd'hui vraiment sur un marché. Alors, Erwan en parlait, donc le no-code, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui booste énormément ce temps-ci. Et donc, vu d'ailleurs le nombre de participants au webinaire, c'est parfait. Erwan, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Erwan Kézard. Je suis cofondateur de Contournement. Et on considère qu'on forme les gens à contourner les obstacles techniques, à contourner les contraintes techniques qui séparent leurs idées numériques et leurs besoins numériques de leur réalisation effective. Comment on fait ça? On forme aux outils no-code. Donc, pour le coup, Convertigo travaille sur le no-code et le low-code, qui est un outil très puissant. Nous, on forme aux outils no-code, plutôt des outils, on va dire B2C, qui ne sont pas forcément orientés vers les grandes entreprises, qui sont parfois utilisés par les grandes entreprises. On forme des grandes entreprises, entre autres, à part des formations en ligne et des formations présentielles. Et je tiens à préciser qu'auparavant, dans ma carrière précédente, je viens du code à l'origine. C'est-à-dire D'accord. que je viens de la formation au code. J'étais cofondateur de Simplon.co, en fait, dont j'ai eu l'idée en 2013 et que j'ai décidé de quitter en 2017. Simplon.co, qui est devenu le plus gros réseau au monde de formation solidaire et gratuite au code informatique. Donc, quand je suis parti en 2017, on était dans une quarantaine de villes, de Beyrouth à Roubaix, en passant par Casablanca ou l'Ardèche ou Marseille et Quartier Nord. Du coup, voilà, c'est la démocratisation du numérique qui nous intéresse, de trouver les moyens les plus accessibles possibles qui permettent aux personnes les moins techniques possibles de créer les livrables, les sites, les applis, les outils internes les plus puissants possibles. Et Convertigo fait partie de ces outils. Il y a aussi Simple Prod aussi, hein, j'ai vu. Simplon Prod, qui était et qui est toujours l'agence de prod, l'agence web de Simplon, qui travaille principalement pour des entreprises sociales et solidaires et des assos, et qui embauche d'anciens élèves pour leur fournir un levier, un tremplin d'insertion. Et j'ai cofondé Contournement avec Alexis, qui lui était cofondateur de Simplon Prod. Donc j'étais le cofondateur et l'inventeur de Simplon, et lui donc a structuré Simplon Prod. Et aujourd'hui, c'est Frédéric Bardot, mon ancien associé, qui est à la tête de Simplon. Alors, donc, ce webinaire-là va être organisé sur le concept du no-code qui va comprendre en fait plusieurs sujets. Mais déjà, on va comprendre un des points problèmes, ce qui est vraiment le sujet de ce webinaire, c'est en fait la relation entre le no-code et le shadow IT. Alors voilà, donc déjà, il faudra un peu définir un peu les choses. Il y a deux concepts qu'on trouve dans les grandes entreprises. On trouve le fameux shadow IT, mais on trouve aussi dans ces entreprises quelque chose qu'on appelle le business-led IT. Ça veut dire en gros l'informatique, tout simplement drivée ou bien disons générée par le business en fait. Et donc on va dire des choses très simplement. Autant la première chose, c'est mal, c'est pas bien. Voilà, c'est caché, opaque, c'est sous le radar, c'est absolument pas le collaboratif que la DSI. On se trouve avec des applications parfois extrêmement complexes qui sont mais vraiment pas maintenables. Le gars qui a fait ça va, a priori, après un jour, il part avec son fichier Excel sous le bras et puis c'est fini. Donc, en plus, le code, il est souvent dans les outils bureautiques qui sont complètement non sécurisés. Enfin, c'est un gros souci. Mais par contre, autant le business-led IT, ça c'est vertueux, ça c'est bien, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui nous intéresse. En fait, il ne faut pas oublier que l'IT, dans les entreprises, c'est fait pour servir les utilisateurs, en fait, au départ. Hein. C'est le but, il ne faut pas oublier ça. Hein. On n'est pas là pour faire du code exprès ou se faire plaisir. Voilà, donc,
Et parfois, il y a certains développeurs qui oublient ça, en fait. Ils oublient que, en fait, ils sont là pour faire des choses qui servent aux métiers qui sont derrière. Alors là, par contre, le business IT, c'est tout à fait différent. C'est ouvert et transparent, ça c'est bien sûr. Ça fait partie du cycle de vie officiel. Ça veut dire qu'en gros, c'est planifié, c'est vu derrière, c'est budgétisé. Et d'ailleurs, il ne faut pas obliger en général que les budgets ils viennent des métiers, hein. C'est souvent les métiers qui payent les applis. En fait, ce n'est pas forcément la DSI qui paye. Donc, et bien sûr, évidemment, on est en totale collaboration avec la DSI. Alors ça, c'est une source de Gartner, hein. Je vais beaucoup citer le Gartner dans cette présentation. Ben voilà, 36% du budget IT concerne le business IT dans toutes les enquêtes qu'ils ont faites aujourd'hui. Donc, c'est déjà quelque chose, le business IT. Et bien sûr, le business-led, tout le monde s'en sort aujourd'hui, hein, là-dessus. Donc, en fait, dans nos entreprises, on va voir un peu qui sont les gens qui s'occupent du Shadow IT. Ben, c'est souvent les fameux citoyens qui sont là, les développeurs citoyens, ça veut dire que ce n'est pas les militaires, hein, ce n'est pas les développeurs, c'est les citoyens, et qui, eux, sont un sous-ensemble du business-led IT, en fait. Et ces gens-là sont, en fait, pas du tout des développeurs ou des techniciens professionnels. Et donc, ils utilisent les outils auxquels ils ont droit, qui sont en général que des outils bureautiques, en fait, aujourd'hui. Et c'est ça le problème, en fait. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est amener ces gens-là à utiliser des outils qui sont tout à fait aussi puissants que ce qu'ils utilisent aujourd'hui, même beaucoup plus, mais qui leur permettent de faire quelque chose d'une manière donc structurée et d'une manière un peu, comment dire, contrôlée, en fait, et en collaboratif avec la DSI. Donc, il faut qu'elle collabore avec la DSI. Alors, une phrase qui est sortie de ça, qui est assez intéressante, c'est après pas mal d'enquêtes, on s'aperçoit que la DSI, en fait, ne doit surtout pas ignorer le développement citoyen. L'ignorer, c'est en gros, on diminue la valeur DSI aux yeux des métiers, en fait. Une DSI qui s'intéresse à ce qu'a fait ces métiers, c'est une DSI qui avance, c'est une DSI qui est proche de ces métiers, et c'est une DSI qui est valorisée. Et c'est vraiment un point très important sur lequel je voulais bien insister, hein. Je sais pas, Erwan, je pense que tu as déjà vu ça dans quelques DSI sans doute. L'enjeu, souvent, c'est de trouver les bons outils et les bons process pour que les citizen développeurs, enfin les équipes, les métiers, puissent eux-mêmes prototyper des choses, ne serait-ce que pour tomber juste assez rapidement, ou ne serait-ce aussi que pour avoir une meilleure collaboration, au sens agilité du terme, avec les personnes techniques. Parce que quand on met les mains dedans, tout de suite, ça a des vertus très pédagogiques et on commence à parler le même langage et on se rend compte aussi du travail dans la partie d'en face. Et en agilité, normalement, la collaboration doit être ténue et étroite. Donc, après, voilà, je viens des méthodes agiles, mais même globalement, la collaboration, la compréhension entre métier et technique, c'est quand même assez central. Alors la question à laquelle tout le monde pose, est-ce que tout le monde peut être développeur? Ah, c'est une bonne question ça. Est-ce que tout le monde peut être développeur? Alors, on va dire presque. Alors, on va définir un peu des domaines, mais disons, alors évidemment, le gros socle IT, pro, ainsi de suite, donc avec des gens qui font du développement tout le temps, ça, c'est des développeurs, bien sûr, hein, c'est cette partie-là. C'est les full-time développeurs, bien sûr. Eux, ils sont bien sûr développeurs. Et ils font ce qu'on appelle du pro-code, en fait, hein. Le pro-code, c'est des codes classiques, hein. C'est du je code avec du langage Java, C. Mais en fait, plus on va sur la gauche, plus on arrive vers des développeurs un peu différents. Par exemple, on va trouver des business-led développeurs, ça veut dire des développeurs qui implémentent des applications métiers. Alors là, déjà, on commence à voir que ces gens-là font effectivement un peu de low-code et du pro-code. Okay, donc voilà, donc c'est très intéressant de voir que ces choses-là commencent à arriver et il y en a de plus en plus dans les entreprises. Mais on reste au niveau départemental, en fait, pour un département, un sous-département d'une entreprise. Là, tout à coup, on passe la barrière et on rentre dans les fameux citizen développeurs, les fameux développeurs citoyens. Et donc là, il y a pour eux deux offres qui s'ouvrent. Donc la partie dite low code. Donc c'est quand même des citoyens, comment dire, bon, ils sont un peu armés déjà, hein, ceux-là, hein. Ils sont déjà un peu, voilà, donc ils savent un peu de quoi il s'agit. Ils ont quand même un petit vernis technique, et ainsi de suite. Eux, ils sont éligibles au low code. Ça, c'est clair. Et puis après, ce qui va nous intéresser ici, c'est les fameux citoyens qui, eux, ne sont pas éligibles du tout. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune connaissance de codage.
Et en fait, on va s'apercevoir que ces gens-là, ils peuvent déjà faire des applications en fait aujourd'hui, et c'est ça qu'on va vraiment mettre en œuvre dans les entreprises en fait. Donc eux, ils seront bien sûr no code en fait, qui sont derrière. Alors oui, tout le monde peut être presque développeur. Ça dépend où on met la frontière. Donc moi, je la mettrais un peu ici, là, entre les citizen développeurs et le end user, le power user, par exemple. Moi, je la mettrais là. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut Mm. être pas le. Voilà. Je suis d'accord, sachant que d'ailleurs, les end-users, parfois, utilisent des applications que leurs collègues citizen développeurs, enfin, c'est l'objectif, ont réalisé. Et comme ils travaillent déjà ensemble, ce qui est intéressant avec le citizen développeur, c'est que lui-même a l'empathie de la situation, du cas d'usage, dans le sens où il travaille encore au quotidien avec ses collègues, ce qui est parfois assez difficile à faire d'un silo à l'autre voilà, pour vraiment faire des outils qui correspondent aux besoins, quoi. Alors, une autre question, c'est, on a nos fameux citizen développeurs, là. Quels sont les genres d'applications qu'ils font? Alors, encore une fois, une enquête. Donc, ça, c'est assez intéressant. Euh, on voit que, c'est un peu compliqué à comprendre ce slide. Je vais essayer d'expliquer ça un peu mieux. En gros, on a posé la question très simple qui est quels sont les deux cas métiers les plus importants, donc au rang 1 et au rang 2, que vous pourriez faire en citizen développement dans votre organisation. Donc, les gens ont répondu que au rang 1, les premiers cas métiers qu'ils veulent faire, c'est des applications de data collection. Donc, en gros, des applications de type formulaire, par exemple, pour remplir des formulaires, et ainsi de suite. Et au rang 2, c'est arrivé aussi à 29%. Donc, ça, c'est des genres d'applications qui sont très couramment faites dans le genre d'applications en no-code, d'accord, dans les entreprises. Après sont venues des réponses sur comment au sein de certains packages logiciels, on peut commencer à faire un peu de no-code pour organiser ces packages. Il y a quelques produits de packages logiciels en entreprise qui savent faire ça. Alors évidemment, les gens ont plutôt répondu ça. Et alors après, la deuxième chose qui vient après, qui est marrante, c'est remplacer le papier. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien sûr assez logique. Et surtout, remplacer les spreadsheets. Alors ça m'a beaucoup étonné de voir que, en fait, finalement, le fameux spreadsheet qu'on croyait tellement évident que tout le monde veut utiliser, mais en fait, non, c'est un vrai souci et on veut souvent remplacer ces spreadsheets. Une des raisons pour laquelle c'est le côté vraiment éphémère de la donnée, en fait. Non stocké, on ne sait pas où c'est fait, ça se balade avec les gens sur des clés USB partout. Enfin, je suppose que ça doit être ça une des raisons pour lesquelles on veut supprimer ça. Donc, on va voir que les formulaires, c'est vraiment un point important. Peut-être tu peux faire un petit parallèle avec des applications, alors, plus grand public. Alors, on n'est pas trop dans les formulaires dans le grand public, je suppose, ou pas. Ouais, j'ai envie de dire, dans le grand public, aujourd'hui, je pense qu'il y a Google Forms et les formulaires Teams qui ont fait un gros boulot d'évangélisation déjà depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en effet, c'est une brique de tout projet informatique, les formulaires. Et du coup, il y a ces outils-là, mais qui souvent sont quand même des outils, on va dire, niveau 1. C'est-à-dire qu'avec Google Spreadsheet, on n'a pas des fonctionnalités très puissantes. Là où, par exemple, il y a des outils qui sont vraiment spécialisés dans le formulaire et qui permettent d'aller très loin. Donc, je sais qu'on aime bien, par exemple, en fait, on aime bien Airtable parce qu'on utilise beaucoup Airtable, mais leur formulaire n'est pas forcément le plus avancé. Mais enfin, l'autre jour, la démonstration que tu m'as fait du formulaire Convertigo, ça m'avait l'air quand même de proposer des choses un peu plus complexes, des scénarios multiples et tout. Et puis après, il y a aussi des outils low-code là où il faut aller, où on peut faire du formulaire de manière, on va dire, plus avancée et moins accessible. C'est-à-dire que même sur quelque chose d'aussi simple qu'un formulaire, il y a différents niveaux de complexité. Et c'est là où se situe la différence entre le no-code et le low-code. C'est que le low-code, comme dit son nom, peu de code, il va quand même falloir avoir des notions techniques pour aller brancher tout ça derrière. Là où le no-code, souvent, bah, tu peux interconnecter les outils de manière très intuitive, même si tu n'es pas quelqu'un de technique, quoi. En tout cas, les formulaires, je suis d'accord que ce soit dans la productivité, l'optimisation de l'organisation au quotidien ou dans la création de petits applicatifs ou de sites ou autres, c'est quelque chose de central. Et je distingue bien les deux parce que souvent, no-code, low-code, on se dit créer des sites et des applis, des produits. Oui, mais quand même, la partie immergée de l'iceberg, on se dit que c'est quand même une grosse partie comment dire, tout ce qui va permettre de fluidifier les workflows, les process entre les salariés, entre les équipes, quoi. Donc, je concluais sur le fait que, voilà, en no-code et certains outils low-code, quand même, l'idée, c'est de pouvoir, sans être technique, interconnecter, par exemple, la brique de formulaire, la brique de base de données, la brique d'interface, la brique de paiement et tout ça, quoi.
Oui, alors j'en venais un peu donc au constat actuel. Donc en fait, on s'aperçoit en fait que bon, peu de gens en fait ont vraiment une démarche développement citoyen dans les grandes entreprises aujourd'hui, hein. Donc 4 personnes, on n'a jamais entendu parler, 16 ont déjà un peu entendu parler, mais tous en fait dans l'entreprise, on est à ce niveau-là pratiquement. La plus majeure partie, c'est dire ok, nous on fait le cœur et on va offrir en fait des API en fait pour nos citoyens. Bah oui, mais alors là, ça ne va pas parce que offrir une API à un citoyen, il ne sait pas utiliser l'API. C'est pas Allez, ouais. possible. Voilà, donc il n'a pas le niveau technique pour le faire, hein. Voilà, donc ça, c'est juste pas possible. Et donc, bien sûr, ce qu'on veut faire, c'est réduire fortement cette partie-là, quoi, hein. Et donc, alors, par contre, on s'aperçoit que 16% déjà ont déjà fait l'effort. Voilà, ça bouge d'ailleurs. Bon, la preuve, on le voit nous sur certains de nos clients qui commencent à vraiment bouger dans ce domaine-là. Donc, allez, donc en gros, très simplement, conclusion, le shadow IT, c'est préjudiciable, c'est pas bien. Le business IT, c'est bien, évidemment. Et il faut laisser les développeurs faire leurs WAP, les citoyens, parce qu'en fait, c'est eux qui connaissent leur métier le mieux possible, c'est eux qui ont les besoins, c'est eux qui savent, et surtout, eux qui peuvent trouver le funding qui va bien pour faire l'appli qui va bien derrière. Il ne faut pas oublier ça, puisque en fait, ou une startup ou dans un grand compte, dans les deux cas, il faut que quelqu'un paye d'une certaine manière. Et en DSI, en grande entreprise, il faut chercher le budget. Donc ça, c'est de la même manière. Et donc, pour montrer le budget, qu'est-ce qu'il faut? Il faut montrer quelque chose avant. Et voilà. Et donc, d'où la boucle est bouclée. Donc, comment on fait ça, hein? Voilà, c'est très simple. Grande question, la réponse est très simple. On fait ça grâce au no-code, bien sûr. Okay, donc, Erwan, si tu peux nous expliquer ce que c'est cette histoire de no-code, alors. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je me permets un petit jeu de mots, je n'avais jamais capté, mais business-led IT, ça veut dire donc l'IT, l'informatique qui est guidée par le business. Et Shadow IT, c'est l'IT de l'ombre. Bah, que le business-led IT soit la LED, pour le coup, la lampe qui éclaire le Shadow IT. Voilà, pour On est rebondir sur ton clair, titre. voilà, on est clair. Voilà. Ouais. Bah, ça peut être très positif en soi, mais si c'est éclairé. C'est quoi le no-code? Parce que no-code, on entend parler dans tous les sens. Ça commence à nous inquiéter parce que ça fait très longtemps qu'on suit ça avec mon associé. Et là, on commence à voir des gens qui se revendiquent experts no-code partout, parfois à tort, parfois à raison, et puis parfois des outils qui se revendiquent no-code alors qu'ils ne le sont pas. Bref, il y a un gros fourre-tout. Alors, en soi, on pourrait dire que le VisiCalc, que le premier tableur dans les années 1970, c'était du no-code quelque part. Ça permettait, sur Apple Lisa, l'un des premiers ordi, de faire des calculs quand on est comptable sans écrire de code. Alors ça, c'est au sens très très large. Non, le no-code, ça désigne une catégorie très particulière de technologie. Déjà, on peut voir sur la courbe de recherche Google que ça fait depuis à peu près 2017 que ce terme apparaît vraiment, de manière, on va dire, un peu signifiante. D'ailleurs, on voit même qu'il y a eu beaucoup plus de recherches après le premier confinement. Alors, est-ce qu'il y a un lien de causalité? Peut-être, ou certainement. Mais il y a aussi d'autres éléments qui font que depuis quelques années, la maturité du no-code fait que ça commence à être adopté. En tout cas, c'est quoi le no-code? Déjà, ce sont des outils qui sont faits pour créer des sites web, des applis web, mobiles, des automatisations, des outils internes plutôt avancés. C'est-à-dire que c'est juste pour faire un petit visuel ou une petite page web. Est-ce que c'est vraiment du no-code? Pas forcément. En tout cas, pour faire des livrables numériques assez avancés. Et par ailleurs, ce sont des outils qui sont 100% dans le cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces outils sont hébergés par leurs éditeurs, que tout est auto-hébergé, qu'il n'y a rien à installer et que, en tant que personne non technique, je n'ai pas à aller louer un serveur chez OVH, puis à installer, paramétrer, je ne sais pas quoi. J'ai formé beaucoup de gens sur WordPress, par exemple, dans ma carrière. Et déjà, 90% des gens non techniques, au moment où il faut aller louer un serveur chez OVH, etc., déployer des choses, c'est bon, ils sont dans le décor, ils ont arrêté. Là, ces outils-là, ce sont des outils, encore une fois, qui sont auto-hébergés, qui font le boulot pour vous et qui, parfois, proposent des versions on-premise, notamment pour les grandes entreprises qui doivent héberger chez elles. Ce n'est pas la majorité, mais il y a des outils no-code qui proposent ça et il y en a qui vont vers ça. Voilà pour ce que c'est que le no-code globalement. Il y a une autre dimension qui est sur la diapositive d'après. C'est que ce sont des outils tout simplement 100% visuels. No-code, ça veut dire pas de code. Ça signifie que quand j'arrive sur un outil no-code, je n'ai pas à lire ou à écrire de code informatique pour pouvoir pousser quelque chose en ligne, pour pouvoir créer quelque chose. Versus le low-code qui, comme son nom l'indique, implique peu de code, moins de code, mais implique du code. C'est ça. Et du coup,
ne serait-ce que quand on arrive sur les outils, alors ça a d'autres avantages, mais pour des personnes non techniques ou pour des personnes techniques qui veulent vraiment aller vite sur certains aspects, c'est plus complexe. Le low-code, c'est quand même, ça s'adresse plutôt à des personnes techniques, ingénieurs, il y a une documentation. Là où les outils de no-code, encore une fois, je le répète, mettent un point d'honneur sur le côté user-friendly, accessibilité par l'utilisateur. Ce qui fait aussi qu'il y a plus de limites. Les outils les plus simples à utiliser, forcément, sont les plus contraignants, mais permettent quand même d'aller assez loin dans la création d'une appli mobile, d'une base de données ou autre. Et d'ailleurs, je voulais préciser un dernier petit truc, c'est que quand on parle de code informatique, on ne parle pas de programmation. C'est-à-dire qu'avec le no-code, on peut programmer, mais on programme visuellement. Quand je programme ma machine à laver, ben, j'appuie sur des boutons, mais je lui donne des ordres, je la programme, mais sans code. Là, le no-code, c'est de la programmation visuelle. Et historiquement, il y avait un peu plus ce nom-là, parce qu'il y a des outils no-code qui existent depuis, allez, au sens 100% cloud et tout, ça doit faire peut-être une dizaine, quinzaine d'années qu'on commence à voir des choses. GeoCities de Yahoo, à la fin des années 90, on peut dire que c'était un peu ça. Tu faisais ta page web en ligne, clac, et tu l'as déployé. Là, depuis récemment, là, c'est vraiment programmation plus avancée. C'est ça la différence. Comment ? On peut faire des suites d'actions, par exemple. Et voilà, on peut créer vraiment des applis. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que mince, ça fait 2 fois que j'oublie. Bon, c'est que c'était peut-être pas. Ah oui, voilà. C'est que pour quelqu'un qui n'est pas technique, c'est comme si tu te créais un compte sur Twitter, en fait. Et il y a plein de gens qui ont cet usage aujourd'hui de se créer des comptes sur mobile et sur web. C'est-à-dire, tu veux utiliser, je sais pas moi, Bubble, Airtable ou autre. Tu vas sur le site, tu te crées un compte, identifies un mot de passe, tu peux commencer à bosser et tu cliques sur publier, t'envoies le lien. Avec Convertigo Forms, c'est un peu la même chose. Avec vous aussi, vous avez un outil pour faire du mobile. Ben voilà, c'est un peu le même principe. Okay. Alors, on va passer. Alors, donc, ça, c'est point. Donc, là aussi, donc, quelques petites idées sur ce qui se passe dans la sphère du no-code. Ça bouge. Ça, parce que comme je disais, il y a déjà ma première facture pour un projet no-code, c'était il y a 10 ans. Mais bon, c'est avec Squarespace, mais c'était pas aussi riche qu'aujourd'hui, pas aussi. Bref, même à l'époque de Simplon, on avait voulu former des gens sur Bubble en 2015, mais ça a bugué et tout. Nous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est dit le no-code, c'est maintenant, enfin, c'est mature. 4 signes de maturité du no-code qu'on a constaté en 2018 avec mon associé. Premièrement, quand on a retesté les outils qu'on observait depuis un moment, en 2018, on a vu qu'ils étaient vraiment stables, vraiment fiables, vraiment riches et vraiment accessibles. Encore une fois, puissance et facilité d'utilisation, c'est les 2 critères qui font du bon no-code. Deuxième constat de maturité, on voit qu'il y a des startups qui commençaient à se lancer et à réussir sans avoir de codeur dans l'équipe. Des startups numériques. Donc on se dit, c'est quand même une belle preuve de concept. En 2018, troisième signe de maturité du no-code, on voit qu'il y a certains outils no-code qui commencent à lever des millions de dollars. Donc, on n'a plus affaire à la petite épicerie du coin de la rue qui risque de se casser la figure du jour au lendemain ou à faire faillite. Là, on a des gens, des teams avec des experts de la sécu, des experts du code qui développent des outils robustes et qui ont du financement et qui ne vont pas mettre la clé sous la porte demain. Et quatrième constat aussi, on voit qu'il y a des écosystèmes qui commencent à émerger en 2018 autour du no-code, des agences de prod, des formations online, etc. Et tout ça, c'est surtout aux États-Unis que ça s'est passé, mais en France, il y a aussi des acteurs du no-code, dont Convertigo, qui se développent et qui ne sont pas nés de la dernière pluie. Toutes les semaines, il y a des outils qui se développent, là, qui sortent, dont il faut quand même parfois un peu se méfier, il ne faut pas se jeter sur tout. Mais il y a aussi quand même des belles startups françaises qui font du no-code, qui fournissent des outils no-code. Il faut le savoir. Alors, pour info, donc, ce marché, donc, en fait, c'est très curieux de savoir, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, nous, on a vu que la France était un peu à la traîne au départ. Ouais. On avait beaucoup plus d'attraction no-code aux US aujourd'hui, où on est quand même un acteur. En Europe, on a eu beaucoup d'attractions dans les pays nordiques. C'est au nord de la France, donc la Belgique, c'est déjà au nord de la France. Voilà, on avait pas mal d'attractions là. Et en fait, on a vu que souvent comme en France, en fait, ça part un peu après. Mais alors, ça va beaucoup plus vite après. On rattrape vite. Voilà, donc ça, D'ailleurs, je dois préciser quelque chose. On est fiers chez Contournement d'avoir créé la communauté Contournement il y a 2 ans et demi sur un Slack, sur un gros chat communautaire. On l'a légué au collectif, cette communauté. Cette communauté, c'est devenu la communauté No Code France, où il y a plus de 3000 membres. Et en fait, on a réalisé que c'est la plus grosse communauté non internationale au monde. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une communauté anglophone, mais qui vient de plein de pays. Là, la communauté francophone, elle est limite plus active
est plus puissante que la communauté américaine. C'est-à-dire qu'en France, il se passe vraiment des choses autour du no-code, notamment sur le côté de démocratisation pour des startups, des grandes entreprises, mais aussi pour les PME, les assos et les particuliers. C'est intéressant. Et je vois aussi qu'il est 30 et on aimerait vous laisser la parole à 40, donc je vais essayer d'abréger un peu. Là, juste, c'est une image à la première conférence du no-code à San Francisco il y a 2 ans, où on était avec mon associé. Et là, l'organisateur dit, nous sommes toutes et tous des pionniers et des pionnières, enlever la barrière du code et donner les moyens à 100 fois plus de projets, à 100 fois plus de gens de créer des projets. Nous, on est complètement d'accord avec ça parce que ce qu'il dit après, c'est, mais s'il y a 100 fois plus de gens qui peuvent lancer leurs projets, que ce soit des entrepreneurs ou des grandes entreprises qui peuvent déployer de manière plus agile, ça veut dire qu'il y a 100 fois plus de projets qui ont une chance de réussir. Et s'il y a 100 fois plus de projets qui ont une chance de réussir, il y a 100 fois plus de projets qui ont une chance d'atteindre les limites du no-code. Et s'il y a 100 fois plus de projets qui atteignent les limites du no-code, eh ben, il y a besoin de 100 fois plus de codeurs. Donc, si vous entendez les vendeurs de sable vous dire le no-code est là, le code est mort, blablabla, c'est complètement. Pour certains qui pourraient avoir peur qu'il n'y a plus besoin de codeurs, ça n'existe pas. C'est le fait que c'est pas vrai. C'est ça, parce qu'en plus, ça pourrait être intuitivement la vérité, mais en fait, non, dans les faits, c'est des âneries plus grosses. On a tout un sujet d'ailleurs sur l'avantage aux développeurs, des développeurs techniques, de commencer à s'intéresser à ce genre de techno, parce qu'ils peuvent, d'une certaine manière, le low-code, bien sûr, en plus que le no-code, mais en gros, ils ont une valeur immense par rapport aux concurrents, à leurs concurrents qui ne maîtrisent pas ces technos, justement. Donc, ouais, on commence à avoir des grosses entreprises avec qui on travaille, notamment entre l'IT et l'innovation, l'IT et les métiers, où les développeurs commencent à tester le no-code pour pouvoir déployer plus vite certaines briques et se concentrer sur les fortes valeurs ajoutées du code. Et à l'inverse, il y a un marché de l'emploi dans le no-code qui se crée, et les no-codeurs et no-codeuses qui maîtrisent le code, qui peuvent dépasser le no-code, du coup, sont d'autant plus valorisés. Et il y a des gens qui apprennent le no-code et qui viennent à apprendre le code ensuite aussi. Très rapidement, parce que même si... Comment ? Oui, parce qu'on est un peu... Très rapidement, même si on sait que principalement dans le public ici, il y a des représentants de grandes entreprises, j'aime bien donner cet exemple d'une start-up qui s'y est pris comme un projet interne pourrait s'y prendre dans une grande entreprise. Comet, en gros, ils se sont lancés sur Bubble, qui est un outil qui permet de faire des applications web en no-code. Là, pour le coup, c'est pur no-code. On aurait pu faire la même chose avec un outil français, Cocoricode, ou plutôt Cocorinocode, comme Convertigo, mais eux étaient sur Bubble. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont commencé à la main, à tester leurs promesses à la main. En fait, ils mettaient en relation des grandes entreprises et des freelances de top qualité. Ils ont testé à la main, messages, téléphone. Ils se sont dit, maintenant, il faut qu'on fasse une plateforme. On a les clients satisfaits. Nous codons quelque chose. Ils découvrent Bubble. En une semaine, ils font leur première version. Et à partir de là, et c'est ça qui est important, en autonomie, ils ont fait évoluer leur plateforme jusqu'à atteindre 500 000 € de revenus récurrents annuels. Donc, on est très loin du petit proto juste pour faire la démo. Parce que souvent, on entend nos codes, on se dit, oui, c'est pour faire une démo. Non, là, on parle d'une vraie appli qui tourne en ligne, qui allait jusqu'à 500K de revenus récurrents annuels. Puis, ils ont levé des fonds. Puis, ils ont recruté un développeur quand ils ont atteint les limites sur l'algorithmie, le design, tout ça. Et là, ils ont fait passer du no-code vers le code, brique par brique, sans interruption de service pour les utilisateurs. C'est une très belle histoire, dans le sens où ils ont fait les choses dans l'ordre, en mode lean, en mode agile, et que le no-code a été un tremplin pour réduire les risques et accélérer aussi les déploiements. Et ça aboutit sur du code. Un petit commentaire là-dessus intéressant, c'est justement, ça dépend de certaines plateformes qui, justement, ne peuvent pas faire une bascule facile du no-code à quelque chose d'autre. Ça, c'est très important. Nous pensons qu'au contraire, il est très important de pouvoir récupérer un travail fait en no-code pour le récupérer dans une plateforme et pour l'enrichir après en low-code ou carrément en code pur, en fait. Et ça, c'est un des aspects importants de l'architecture de la plateforme Convertigo, par exemple, justement, pouvoir passer de la chose. Mais le startupping, le démarrage, le bootstrap, qui soit fait en no-code, c'est génial. C'est exactement ça qu'on cherche, en fait. C'est vraiment ça le principe. D'autant plus dans un grand groupe, j'ai envie de dire, parce qu'en plus, il y a les cycles de décision qui peuvent encore ralentir le développement. Donc, si on s'appelle contournement, c'est justement pour aider à contourner, à bypasser tout obstacle, quel qu'il soit, notamment technique. Et l'intendance, un autre exemple qu'on adore, bon, déjà, parce que c'est une no-codeuse, et il y a beaucoup de no-codeuses de profil féminin dans le no-code. C'est un projet, bon, déjà, écolo, site e-commerce 100% de produits en vrac, sans plastique, bio, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est une autre approche là qu'ils ont adoptée. Ils ont combiné plusieurs outils. Les autres, ils avaient tout fait dans Bubble. Là, elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont pris Webflow pour faire le site web
Airtable pour faire la base de données de produits, la gérer, les stocks et tout. Zapier pour créer des automatisations entre les briques, notamment les récaps de commandes, et une brique de Python pour pouvoir générer des bons de commande adaptés à des personnes en situation de handicap, parce qu'elle travaillait avec un ESAT. Et du coup, ça, c'est l'approche plus modulaire, où en imbriquant plusieurs briques, parfois on peut aller plus vite, parfois on peut mieux comprendre ce qu'on fait en tant que débutant aussi, parce que Bubble, je ne l'ai pas précisé, mais il faut bien 1 ou 2 mois de formation. Là, des outils comme Airtable, Zapier, nous, nos formations, elles durent 2 jours, 3 jours pour des personnes vraiment non techniques. Donc, c'est des outils plus accessibles. Et je parle à chaque fois de Convertigo Forms parce que c'est l'un des outils qu'on tâche de pousser dans nos webinaires. Mais ça, par exemple, il y aurait pu y avoir une brique Convertigo Forms ou une version mobile sur votre builder mobile, quoi. En fait, ce qui est tout à fait intéressant de voir, c'est cette côté combinaison qui est tout à fait intéressante. Alors, si je fais un parallèle un peu en entreprise, la combinaison, elle est toujours évidente. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un existant. Il ne faut pas oublier, on verra ça justement tout à l'heure. C'est que une plateforme low-code ou no-code, elle ne peut pas être toute seule. En fait, elle est là, elle est donc combinée par définition à l'existant. Donc déjà, ce côté combinatoire est vraiment très important. Après, il y a un autre point aussi sur lequel on peut voir, c'est qu'ici, pour faire ce cas-là, on a dû prendre 3-4 produits. Il y a certaines plateformes low-code, no-code, entre parenthèses, on se demande lesquelles, bien sûr, qui, en gros, permettent d'adresser un peu tous les étages de la même chose. Alors, Hmm. on peut le faire, mais ce n'est pas forcément mauvais de combiner aussi. Ça veut dire, si je prends par exemple un exemple en grand compte, la couche par contre d'orchestration, ça veut dire la couche d'intégration d'orchestration, elle pourrait être déjà là ou effectuée par de l'ESB, de l'EAI tout à fait classique. Donc voilà, ça c'est un grand compte, on va trouver ça. Même si des capacités d'orchestration existent dans une plateforme telle que Convertigo. Mais on aura peut-être plutôt intérêt à utiliser l'orchestration de l'ESB qui est déjà dans l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir combiner les choses. Hein. Ça, j'insiste là-dessus. Hein. Et je précise un petit point, nous, parfois, il y a des grands groupes avec qui on travaille, donc nous, on fait de la formation pour des personnes techniques comme non techniques. Et du coup, parfois, en interne, c'est pas possible d'utiliser tel ou tel outil, notamment parce que les données sont hébergées aux États-Unis ou s'il y a des données sensibles. Mais il y a notamment 2 grands groupes avec qui on commence à travailler de la manière suivante. On sensibilise des personnes non techniques au no-code avec des outils comme Zapier, Airtable, tout ça, pour qu'ils mettent les mains dedans avec un outil qui est vraiment à portée de main. Puis derrière, ça permet de faire le lien avec l'IT qui, elle, va travailler avec des outils plus complexes, mais qui sont sauce interne. Et là, en fait, le no-code est plus un moyen de communication, limite, et de prototypage pour soi-même que vraiment le livrable final. Et du coup, comment dire, ça permet de contourner aussi tous les problèmes de communication, de collaboration qu'il peut y avoir. Et encore une fois, ça sensibilise les personnes non techniques, quoi. Ça, je pense que cette dimension est vraiment très importante, la dimension pédagogique et faire que les gens comprennent mieux quelles sont les briques dont ils ont besoin et comment ça fonctionne. Alors, donc, on a dit no code, on est presque tous convaincus. Alors, sauf que, oui, mais pas n'importe quel code, il faut bien réfléchir à certains points. Je crois que tu en as donné 2 ou 3 petits hints là derrière. La question, c'est en entreprise, est-ce qu'on est complètement hors sol, on n'a rien à voir avec l'entreprise, ou bien est-ce qu'on doit s'intégrer au système d'information? Ça, c'est une première question qu'on doit se poser, en fait. Est-ce que ces technologies vont tourner sur site, on-prem, hein, on-premise, ou dans le cloud 100%? On se pose la question, c'est possible. Et d'ailleurs, entre parenthèses, parfois on peut se poser la question qu'on pourrait démarrer dans le cloud et finir sur site. Pourquoi pas? Des prototypages dans le cloud sont très bien, mais des grosses prods peut-être sur site, hein, ça arrive aussi. Alors la question, c'est aussi les données sont en France ou chez USA.com. Alors moi j'avais mis Biden.com au départ, mais on ne sait jamais, hein, peut-être la prochaine fois ça sera un autre, donc j'ai mis USA.com. C'est un vrai souci, c'est un vrai souci. On ne peut pas imaginer que certaines entreprises, notamment en France ou en Europe, puissent donner des données importantes dans ces applications, parce que ce n'est pas que des applications pour jouer, c'est des applications business, c'est des applications importantes. Voilà, c'est des données souveraines. Donc ça, c'est des questions qui sont très souvent posées. Et puis après, bon, donc nous, on y tient beaucoup. Alors ça, c'est normal, c'est nous Convertigo. Mais est-ce que la technologie doit être propriétaire? Ça veut dire, en gros, vraiment, est-ce qu'on est dans les mains d'une plateforme qui peut décider du jour au lendemain de multiplier ses prix par 10, ou bien d'arrêter le service, ça s'est déjà vu, ou bien de faire plein de choses dans ce domaine-là, ou une plateforme plutôt ouverte,
plutôt commune, plutôt communautaire, plutôt, disons, intégrée. Voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et donc, ces questions-là aussi nous amènent en fait à dire que les différences fondamentales entre une entreprise et une start-up, en fait. On l'a bien dit, le système d'information est complexe. Vous imaginez une banque, une assurance, comment c'est le système d'information, avec des contraintes d'expression historiques complexes. L'architecture est primordiale. Il suffit de voir le nombre d'architectes logiciels qu'il y a dans les grands comptes. Je veux dire, il y en a plein, voilà, parce que c'est compliqué. Il faut bien certaines architectures, et ainsi de suite. Donc, les produits qu'on va utiliser doivent être des produits qui doivent respecter les architectures de ces fameux architectes. Et je précise que la plupart des cas où on collabore avec des rencontres qui veulent se mettre au no-code, c'est souvent sur des projets qui ne sont pas connectés à l'infrastructure centrale, sauf parfois quand il y a une API, mais c'est un peu un side project ou un projet innovant ou un projet intrapreneurial, ou alors pour une équipe bien précise qui veut faire ses outils. En général, quand j'entends on peut faire plus vite et moins cher, et puis non, non, on va remplacer notre infra, on dit non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas toujours possible, on va C'est dire. pas toujours, en tout cas avec du no-code tel que je Avec l'entends. certaines plateformes low code. Avec d'autres, c'est possible. Voilà. Oui, Et donc, la souveraineté. oui. Et alors, on a parlé sur l'on-prem. Donc, tous les outils no-code ne sont pas adaptés, bien sûr. Alors, nous, Convertigo, on est bien sûr dans ce domaine-là. On est justement le no-code adapté aux entreprises. On n'est pas les seuls. Hein. On a quelques concurrents, je rassure tout le monde. Quelques concurrents, surtout outre-Atlantique, bien sûr. Et ça, c'est un point vraiment important sur lequel on veut insister là-dessus. Mais il faut profiter de toute l'expérience des plateformes no-code dites allez, B2C, on peut dire ça. Voilà, c'est plutôt de ça que je parlais, un peu libéral B2C. Il faut profiter de ça parce qu'en fait, comme d'habitude, les révolutions digitales viennent du grand public. Hmm. S'il n'y avait pas eu le web, il n'y aurait pas de web d'intranet dans les rencontres aujourd'hui. C'est finalement le grand public qui drive tout ça. Et donc, les révolutions mobiles, ça vient du grand public aussi. Voilà, si on en serait toujours avec des écrans verts aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème là-dessus. On va terminer ça par tout simplement un petit schéma qui explique comment ce qu'on fait pour choisir certains outils dans les entreprises, en fait. Est-ce qu'on veut du développement citoyen? Oui. Est-ce qu'on veut aussi mettre en œuvre la collaboration avec la DSI? Oui. Ah, bah alors dans ce cas-là, est-ce qu'on veut qu'il y ait des développeurs professionnels qui s'occupent de ça? Ben non, on ne veut pas de développeurs professionnels. Bon, bien sûr, on va finir sur du no-code, hein, c'est logique. Maintenant, on veut que certains développeurs professionnels soient utilisés là-dedans. Ben oui. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on veut qu'ils soient plus d'applications et plus de ce qu'on appelle les interactions, ça veut dire en gros que ce soit multi-source, ça veut dire en gros écran, mobile, web, pourquoi même pas voix et téléphone, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on appelle des applications multi-interactives. Alors si oui, on va passer sur la fameuse MXDP, ça veut dire la Multi-Experience Development Platform. Ben, sinon, on va encore avoir ce petit chemin-là qui va nous amener vers est-ce qu'on veut ou pas ramener vers des applications qui changent souvent, avec des cas qui changent souvent, ainsi de suite. En gros, des applications extrêmement agiles. Ben, si je dis oui, alors dans ce cas-là, je vais finir sur la fameuse LCAP, donc la Low Code Application Platform. Hein, donc, Low Code Application Platform dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout le chemin mène à la fois au no-code, à la LCAP et à la MXDP. D'accord. Bon, ben, il se trouve que certains produits sur le marché peuvent gérer les trois domaines. Okay. Et voilà, donc un des produits qui peut faire les trois domaines. Donc, nous, chez Convertigo, on s'intéresse bien sûr au no-code, mais au low-code et bien sûr à la fameuse MXDP qui nous intéresse derrière. Donc, un choix Convertigo en grand compte est intéressant parce qu'on va traiter à la fois plein de domaines qui sont derrière. Donc, ça nous amène aujourd'hui à Forms, par exemple, qui est le produit qu'on va montrer un peu aujourd'hui, ben, en gros, qui répond à ces questions, hein, l'intégrabilité, l'intelligence dans le cloud et tout ce qui va bien derrière. OK. Oui, et surtout, bien sûr, extensible. Ça, je voulais bien en prendre compte. Ça. Bon, c'est beau le blabla. Si on passait quelque chose de concrète, qu'est-ce qu'on pense de ça? Alors, on a peut-être 5 minutes, combien de temps là? Oui, c'est ça. Donc, on a pour l'instant 4 minutes de questions avant de passer aux démos. Donc, si vous avez des petites questions à poser, mais pas plus Je que voulais ça. juste ajouter un tout petit truc, c'est qu'en plus, il y a aussi
la possibilité de faire no code plus code ou low code plus code. C'est-à-dire que, par exemple, quand on faisait de la prod, on avait fait un gros projet pour Prisma Media. On avait fait tout le site e-commerce, le paiement avec du no code et l'outil de génération de cartes généalogiques, etc. Ça, c'était du Python. Et encore une fois, on peut brancher les deux. C'est ça qui est bon. C'est très important. Il faut voir qu'il faut pouvoir brancher bien sûr les deux. Alors, donc, nous allons arriver. Alors, est-ce que nous avons quelques petites questions avant qu'on commence les démos ou, Ouais, peut-être un petit moment question, en effet. ouais. Oui, alors on a une petite question qui n'était pas dans le forum, qui nous demandait si tout ce qui disait tout ce qui a été fait en no code ne sera pas forcément pérennisé, donc n'atteindra pas le pro code. Non, oui, on pourrait croire ça. Ça dépend des plateformes en fait. Certaines plateformes peut-être, mais pas chez Convertigo en tout cas. Ce qui est très important chez Convertigo, c'est au contraire, tout ce qu'on a pu faire en no code sera pérennisé et pourra absolument être réutilisé dans des projets low code et pro code. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Donc, ça, c'est très un peu. Voilà. Ça, c'est tout à fait différent. Euh, alors, il y a une, il y a une blague qui est mettez nsa.com, ça restera toujours vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. En général, je dis nsa.com. Voilà. Ouais. C'est un vrai. D'ailleurs, il y a depuis que Joe Biden est là, il y a des nouvelles discussions entre l'Europe et les États-Unis par rapport à cette question de Patriot Act, qui dit tout simplement que l'oncle Sam peut potentiellement regarder un peu partout dans les données hébergées aux USA. Mais bon, c'est en train d'évoluer. Mais pour l'instant, c'est vrai que quand c'est des données sensibles, nous, on décommande complètement. Enfin, on recommande de ne pas aller sur ce type d'outil. Alors après, il y a une question intéressante. Est-ce que nos outils sont testés par des tiers de sécurité? Oui, la réponse est oui, absolument. Notamment, on a comme client le secteur bancaire, hein, donc pour ne pas les citer, BNP Paribas, Carrefour Bank, Morgan Stanley à New York. Voilà, ce sont des gens. Vous imaginez bien que ce genre de produit a juste un petit peu été audité par ces gens-là. Et donc, oui, absolument. Ça, c'est des points très importants là-dessus. Alors, après, donc, une dernière petite question avant de passer aux démos. En on-prem, donc, il faut quand même une équipe IT, hein, parce qu'on est de l'on-prem. Hein. En cloud, non, hein, zéro. Hein. Mais en on-prem, il faut quand même installer et faire un run. Donc, il faut architecture, il faut quand même une prod qui va bien derrière pour voir ça. Mais en général, toutes les entreprises qui ont un peu un petit niveau de production classique sont capables d'exploiter du Convertigo qui est derrière. Voilà. Euh, donc, alors, des technos, no-code, secure à conseiller. Je suis complètement perdu sur tout ce qui est testing et déploiement dans la création d'une appli codée, dont certains plus en no-code. Alors, ça, c'est un point important. En no-code, étant donné qu'on n'écrit pas de code, ben, on écrit moins de bugs. Hein. C'est clair aussi. Pas de code, pas de bug. Par contre, si la plateforme bug, ça bug Alors, pour si la tout le monde, mais plateforme bug, ça arrive jamais en fait. C'est leur métier aux gens qui font du no-code. un des points importants, c'est que justement, c'est un gage d'augmentation de sécurité, puisque en fait, toute faille de sécurité faite pour une appli A et profite à l'appli B, en fait, puisque en fait, c'est la plateforme qui sécurise de plus en plus sa sécurité. Donc, effectivement, c'est un point important. Et en général, il faut le dire, les outils no-code, low-code, quand même, j'imagine chez vous c'est pareil, il y a quand même des gros profils en termes de sécu en interne, quoi. Oui, Parce que on c'est le cœur essaye de de métier. faire très attention à ça. Et bien sûr, ça, c'est un point important. Bon, je pense qu'on va passer aux démos. Alors, on a deux démos. Il y en a une qui. Alors, ben, ça, c'est ton idée, Arwan, puisqu'en fait, tu avais réalisé une application, je crois, pour les maisons de santé, en fait. Hein, C'est ça. Au premier confinement, en gros, quand le SAMU était saturé et que les urgences étaient engorgées, bah, j'avais développé bénévolement une petite appli pour que les gens puissent trouver les maisons de santé les plus proches de chez eux, sachant que les maisons de santé sont très peu connues. Et que c'était une association qui faisait ça, en fait, et je leur ai proposé de leur faire une appli rapidement en no-code. Je l'avais fait, je vais aider plusieurs projets comme ça à l'époque. Et là, le no-code permettait justement de répondre à des situations d'urgence de manière urgente. C'est-à-dire qu'en une journée, c'était sorti le truc. Enfin, cette appli, pour le coup, je l'avais faite en une heure à peu près. Alors, Et nous, on a voilà, du coup, voulu on va le refaire. dire que bah, c'est une bonne idée. Donc, on a refait la même application en Forms. On refait avec la partie no-code de Convertigo. Hein, donc, voilà. Donc là, en fait, on va tout simplement s'authentifier. Donc là, vous avez vu, j'avais utilisé l'authentification automatique donc, sur un compte Google. On a utilisé là donc un compte Gmail.
Mais sachez, par exemple, qu'on pourrait s'authentifier sur tout ce qui est standard du marché. Donc, par exemple, bien sûr, Google, Microsoft ou autres, mais surtout l'entreprise sur des profils de type, alors là, ça rentre un peu technique pour les gens qui sont en entreprise, les technos dites SAML, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans cette grande entreprise, on aime beaucoup ces choses-là, ou sur des technos un peu différentes, Active Directory ou des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses tout à fait intégrées dans l'application. Et donc, nous allons utiliser, par exemple, la fameuse appli qui est ici. Donc, c'est une appli qui est, que je vais vous montrer. Ah oui, alors là, elle est. Oui, non, je vais peut-être plutôt la montrer sur mon téléphone, en fait. Elle est peut-être. C'est quand même plus intelligent de la montrer sur le téléphone. Voilà. Alors là, si vous voyez mon téléphone exact qui est ici, donc c'est l'appli que je vais lancer. Donc c'est l'appli Maison de Santé qu'on a un peu refaite. Bon, on a repris le même texte, donc ça c'est clair, qui est ici. Et donc on va faire suivant. Et donc là, je vais avoir la liste des maisons de santé qui m'intéresse avec la capacité de filtrer, par exemple, les données qui sont derrière. Donc ici, je vais agrandir. Et on va, par exemple, je cherche toutes les maisons de données qui commencent par maison, maison. Donc là, j'en ai un peu moins. Et au fur et à mesure que je tape, je vais filtrer les données. Ces données-là, je vais les voir. Elles seront. Alors, je vais quand même bêtement. Voilà, c'est plus joli comme ça. Oups là. Je vais donc ici, par exemple, les afficher sous forme d'une liste, voilà, ou sur forme d'une carte. Voilà, et si je vais un peu plus loin, j'aurai bien sûr sur un écran suivant, par exemple, pourquoi ça a été fait, le but de ce genre d'application qui est derrière. Vous Okay. l'avez réalisé en combien de temps? Parce que je sais qu'on en a Alors, parlé il n'y a pas longtemps. là, en gros, notre plus gros problème, ça a été prendre le fichier Excel et faire copier-coller comment dire, des zones qui vont bien. Ça nous a coûté un peu plus de temps. Sinon, globalement, une application comme ça, si on avait vraiment c'est la mise en forme, là, on a mis un peu de gras, des choses comme ça. Donc, bon, ça a été fait en un quart d'heure, à peu près un quart d'heure. Ouais, ça, c'est parfois plus le contenu, la mise en forme et tout ça qui prend du temps. Et c'est aussi l'un des intérêts du no-code, du low-code, c'est que Ouais, quand le problème n'est pas technique, ben, ouais, tu te poses les vrais problèmes. Mince, il n'y a personne qui vient sur mon appli, il faut que je fasse de l'acquisition. Mince, c'est pas très beau, ben, c'est peut-être du design. C'est pas très bien écrit, ben, c'est du. Voilà, vrai business, vraie question business. Et au passage, j'en profite pour saluer encore H24 Urgence qui a fait un super boulot. On fait que les aider, nous, et ça a sauvé des vies, cette appli. Donc, si cette asso vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, là, je vais faire on va prendre cette application, voilà à quoi ça ressemble, en fait, si vous voulez les modifier, modifier l'application. Donc, on va tout simplement la modifier ici. Donc, on va, par exemple, modifier l'application. Allez, on va dire ici, bah, tiens, c'est très important, la pandémie, donc on va mettre ça et on va choisir qu'on va mettre ça en rouge, en fait, voilà, superbe. Et puis après, on va même un peu agrandir la police de caractère, on va mettre ça en 14 points, voilà, pouf, c'est le sollicité. Donc l'application est modifiée. Ben, tout simplement, ben, c'est fait, on va la publier. Alors, ce que je veux faire, c'est que vous allez donc maintenant, on va publier l'application, voilà, elle est publiée. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est que dans mon application mobile qui est derrière, hop là, mon visor, il est là, hop, il est où mon visor? Ah oui, il est là. Hop. Donc là, je vais tout simplement faire ce petit trait, et voilà, ma application est déjà modifiée, d'accord? Zéro ligne de dev, zéro modification, voilà, l'application est derrière. Mais pour juste montrer que tout ça, c'est du vrai, donc c'est pas voilà, donc nous, je vous propose tout simplement de regarder que cette application-là, vous allez pouvoir vous-même l'utiliser. Et donc, on va passer en mode QR code. Et donc, je vous propose de scanner le QR code de l'application d'urgence qui est ici. Alors, vous ne vous trompez pas de QR code, c'est celui-là. Donc, je ne veux pas, parce qu'il y a d'autres applications qui sont derrière. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà, H24 Urgence, je vais le mettre voilà, en grand, là. Voilà. Donc, c'est ce QR code-là. Vous pouvez le scanner. Et donc, vous aurez la fameuse application directement installée sur votre mobile. Là. Voilà, donc ça, faut le faire en live, là, pour l'instant. Je laisse le truc 2 minutes. Voilà. OK, voilà une type d'application qu'on peut faire avec Convertigo facilement.
une autre, nouveau, nous gardons un peu de temps pour les questions. Donc, on va s'arrêter là pour les démos. Alors, je vous écoute pour les questions. Alors, question-réponse. Non, il y en a. Alors, j'ai une question là aujourd'hui. Alors, il y a des questions, bon, on l'a déjà eu, c'est la question sur la différence entre le low-code et le no-code. Donc, ça, c'est clair, ça a été répondu. Hein. Le low-code, on peut quand même programmer un peu quand même. Hein. Donc, ça, c'est. Et non, coder, pas programmer, on est d'accord. C'est pas la même chose, hein, donc, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une véritable autonomie des métiers? Alors, oui et non. Ça veut dire, pour faire des applications hors sol, oui, on peut avoir une autonomie totale des métiers, c'est normal, puisqu'elles sont complètement hors sol. Par contre, quand il s'agit de s'intégrer avec des données d'entreprise, la DSI est impliquée. C'est là justement où le bas blesse quand on a des applications sur des plateformes qui ne sont pas vraiment prévues pour des plateformes d'entreprise. C'est que dès qu'il faut récupérer de la donnée avec une API, dès qu'il faut aller chercher dans le SAP de l'entreprise des données, des choses de ce type-là, ça devient compliqué. Ben voilà, c'est un des points importants de la technologie Convertigo, c'est que justement, là, on peut le faire. C'est qu'on va combiner vraiment le bénéfice du no-code classique qu'on a vu tout à l'heure avec toute la capacité d'intégration aux données de l'entreprise. Et une des premières intégrations, il ne faut pas oublier, c'est l'authentification. Est-ce que je peux m'authentifier avec mon compte entreprise? C'est la première chose qui est parfois demandée. Est-ce que je n'ai pas besoin de me re-signer sur l'application en fait, qui est derrière? Donc ça, c'est un point très important. En termes de capacité de prise en main technique, en tout cas, nous, notre objectif, encore une fois, chez Contournement, c'est pas de former des très grands et très grandes no-codeurs et no-codeuses. Il y a des gens qui le font très bien, former des experts. Nous, c'est de prendre les personnes les plus éloignées possibles et de leur faire prendre en main les outils. Et globalement, souvent, les barrières qu'on a, c'est plutôt des barrières de contraintes internes et tout ça. Mais avec les outils sur lesquels on forme, clairement, on a des résultats. Nos formations, elles durent entre 2 heures pour la découverte, une demi-journée pour une prise en main un peu plus costaud, une journée et demie en présentiel. Et à chaque fois, les gens ressortent en ayant fait des petites applis, gérer des bases de données. Donc vraiment, il y a encore une fois une vertu pédagogique par le visuel qui fait que les gens, au bout d'une demi-journée, ont compris ce que c'est qu'une base de données relationnelle, par exemple. Et ils ont réussi à faire une petite appli avec. Et là, ce qu'on vient de voir, par exemple, des gens pourraient tout à fait faire ça en une demi-journée, l'appli que vous venez de voir à l'écran. Donc, en soi, oui, techniquement, il peut y avoir une autonomie. Ok. Ben voilà, je pense qu'on a d'autres questions. On arrive vers la fin, il n'y a plus que 2 minutes. Ah oui, donc où sont les données? Oui, ben alors ça, on l'a expliqué. Donc, les données, ben, ça dépend. Si elles sont dans le cloud, elles sont dans le cloud. Donc ça, c'est clair. Normalement, vous n'êtes pas censé savoir où elles sont. Alors, en ce qui concerne nous, Convertigo, nous avons deux plateformes. On a une plateforme nord-américaine et une plateforme européenne. Et en ce qui concerne la plateforme européenne, elle est dans un data center à Paris. Je ne sais pas où exactement. Et elle n'est pas à Strasbourg. Voilà. Donc, elle n'est pas à Strasbourg. Parfois où il fait chaud. Voilà. Elle est à Paris, chez un acteur du cloud international. Voilà. Et ça, c'est pour nos clients européens. Par contre, et français. Et par contre, pour nos clients nord-américains, on a une plateforme plutôt aux US. Donc, ça, c'est les deux plateformes sur lesquelles on travaille. Évidemment, nous avons des clients dans le militaire, par exemple, ou des clients dans la banque ou dans certaines choses. Alors là, il n'y a pas de cloud. Ce n'est pas possible. Et donc là, c'est du cloud privé qui tourne sur leur propre plateforme ou carrément du on-prem. Donc ça, c'est clair. Mais ce n'est pas du cloud public. Hein. Voilà. Donc, BNP Paribas, ce n'est pas du cloud public, par exemple. Ça, c'est clair. Un de nos clients, le code.
Ok, ben, je pense on a arrivé au terme de ça. Donc la presse sera disponible en replay, donc on va l'envoyer à tous ceux qui sont là, tous ceux qui se sont enregistrés. Il y en a certains qui ne se sont pas enregistrés, donc je ne sais pas si on va pouvoir les retrouver ceux-là. Qui ont dû voir le webinaire. Bon, alors, on était vraiment très très nombreux hein, dans 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 ce truc-là, donc ça fait plaisir. Ça montre qu'il y a un énorme intérêt pour le no-code en fait. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci Erwan pour ta participation. Et Avec plaisir. Et merci pour l'invitation et à très bientôt. à bientôt.